Bon, ben, mesdames et messieurs, je crois qu'on va commencer et après, nos collègues peuvent toujours nous rejoindre. Donc, pendant, si vous voulez, cette réunion. Donc, chers collègues et amis, de publier ce que vous payez en dehors et dans le mouvement, c'est mon grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans ce webinaire qui va se focaliser sur le rôle de la société civile pour libérer la valeur des minerais de transition en Afrique. Vous pouvez m'appeler Kay et je suis la directrice exécutive de Publier ce que vous payez. Je suis basée à Madagascar. Je suis le docteur Keta Drigana Rafitoson. Et pour l'instant, on n'a pas d'électricité. Alors, j'espère que mon générateur va bien fonctionner. Et je suis vraiment heureux de vous avoir tous avec moi aujourd'hui. Et avant que l'on commence, je vous informe que nous avons de l'interprétariat vers le français et vers l'anglais qui est disponible. Donc, je vous invite à cliquer sur l'icône de globe et cliquer sur langue ou canal préféré également. Si vous ne parlez pas, s'il vous plaît, fermez votre micro pour faciliter la conversation. Et si vous voulez, on peut pas se présenter tous si vous voulez. Donc, je vous invite à mettre dans la boîte de conversation votre nom, votre organisation et également votre adresse, si vous faites partie de notre réseau, votre adresse courriel. Donc, pour commencer, pourquoi ce webinaire? Donc, le 5 septembre, Publiez ce que vous payez a lancé un nouveau briefing qui a montré que pour des politiques industrielles, si vous voulez, que pour le matériel dont on a besoin, pour toutes les énergies propres pourraient booster, si vous voulez, l'Afrique par 24 milliards de dollars chaque année créée. 2,3 millions d'emplois sur le continent. La méthodologie derrière tout cela a été développée par William Davis, un économiste spécialisé dans la gouvernance des ressources naturelles, dans également le commerce également, et la taxe et également euh, les flux financiers illégaux, et par également des économistes qui sont au centre de la compétition, de la régulation et du développement économique de l'Université de Johannesburg en Afrique du Sud. Et on les remercie beaucoup de l'aide qu'ils nous ont donnée pour ébaucher cette recherche. Mais on retourne au contexte. Alors, la transition, si vous voulez, des minerais en Afrique, si vous voulez, en dehors du continent, ça se fait généralement en dehors du continent, si vous voulez. Juste 2% du continent, euh, si vous voulez, exporte il n'y a que 2% des minerais de transition qui sont dédiés à l'Afrique. Et l'Afrique est en bas de la chaîne de valeur des minerais de transition. Et alors qu'on exporte le plus de minerais. Et même si vous voulez, pour les traiter, ces minerais, sur les traités, le continent est pratiquement exclu, si vous voulez, euh, du traitement en aval, par, par exemple du marketing, de la vente, de la conception, et c'est un vrai problème pour le continent. Et on pense que les gouvernements africains ont le pouvoir de changer cela. Et notre recherche montre également que les pays africains peuvent vraiment tirer le maximum de leurs minerais de transition énergétique en ajoutant de la valeur, transformer, traiter les produits sur place et les exporter à des meilleurs prix et également les utiliser les propres besoins de développement de la CIS, par exemple, des systèmes énergétiques qui seront propres et qui sont durables et qui réduiraient considérablement la pauvreté énergétique dans laquelle nous vivons. Et donc, les pays africains devraient vraiment, stratégiques pour décider comment augmenter leur participation dans la chaîne de valeur. Ils devraient se focaliser pour se spécialiser sur la partie de la chaîne de valeur dans laquelle ils sont le plus ils sont le plus concurrentiels plutôt que de voir ça comme une nécessité si vous voulez, pour conserver toute la chaîne de valeur sur leur sol. Et retenir la valeur sur le compétent, oui, c'est possible, il faut être flexible et il faut des collaboratifs flexibles et de collaboration entre les pays africains. Avec cette démarche, il y a également un potentiel pour que l'Afrique produise des technologies de renouvellement énergétique et également. Donc, faut vraiment, la clé, c'est de s'assurer que les pays africains peuvent faire le commerce de minerais les uns entre les autres et sont en compétition, sont compétitifs dans le marché de l'énergie renouvelable. Mais on sait très bien que l'exploitation minière, et si vous voulez, ça a des impacts de dévastation, surtout dans les communautés et les peuples autochtones et les
les défenseurs de droits de l'homme. C'est pour ça qu'il devrait y avoir des zones de non-droit et des zones pour protéger l'écosystème, également le droit des populations affectées, d'avoir, si vous voulez, un processus juste, également également que les peuples autochtones soient informés également, et le droit d'être informés. Et également, la valeur ajoutée doit aller, si vous voulez, avec la responsabilité dans toute la chaîne de valeur. On veut on veut, si vous voulez, que des pays qui n'ont pas de minerais aient des lois nationales et internationales qui soient justes, et également des mécanismes également de règlement, et pour que les États, si vous voulez, puissent avoir assuré de la responsabilité dans le secteur d'exploitation minière. On a donc trois recommandations à faire aux pays africains avec cette recherche que nous avons lancée. Tout d'abord, les gouvernements doivent tout d'abord travailler ensemble pour traiter c'est fabriquer, c'est l'énergie sur le continent, se spécialiser dans la chaîne de valeur où ils sont le plus compétitifs. Deux, ils doivent finaliser un plan, si vous voulez, de libre-échange en Afrique, et qu'on peut avoir, si vous voulez, accès aux composants, aux technologies à des prix moins chers pour aider à construire des industries nationales, et la transparence et la responsabilité du secteur minier en ayant des lois nationales et régionales complètes, et s'assurer que les compagnies d'exploitation minière respectent les droits des communautés et des autochtones. Et on est au courant, évidemment, que les institutions et les gouvernements tout seuls ne peuvent pas arriver à ce projet ambitieux, et nos parties prenantes doivent jouer un rôle clé pour que ça se passe, et la société civile également, et si vous voulez, en première ligne de cela. C'est pour ça qu'on a organisé ce webinaire avec vous aujourd'hui. Et tout d'abord, explorer le rôle de la société civile pour le plaidoyer pour les politiques qui font la promotion de la chaîne de valeur, et également qui aident vraiment à favoriser tout cela. Le deuxième objectif, c'est faciliter le dialogue et comment la société civile, le gouvernement et le secteur privé peuvent collaborer pour s'assurer que l'exploitation des minerais de transition sont le moteur du développement durable et de la prospérité dans tout le continent. Pour discuter de cela, donc c'est mon plaisir de souhaiter la bienvenue à deux esprits brillants parmi nous. Tout d'abord, nous avons Devi Malungisa, qui est le conseiller principal pour les ressources naturelles et le changement climatique à SAR-Watch. Et il est un juriste et expert en développement durable depuis 26 ans. Et il a également des qualifications sur de la sociologie de juriste, également pratique. Et merci beaucoup, Davy. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Deuxièmement, nous avons Mutuso Dliwayo, qui est juriste également, directeur exécutif de CELA, de, de l'Association des lois environnementales du Zimbabwe. 24 ans d'expérience où il travaille sur les ressources naturelles, la gouvernance des ressources naturelles, et également parmi les arrêts. Il a un master's en constitution et de droits de l'homme, mais également de l'environnement et de développement de l'université de Kwasi-Nkrumah. Et également, il a reçu une certification de CFEST, et il a fait de la recherche et du plaidoyer dans le changement climatique, dans la gouvernance énergétique, dans les droits de l'homme et les extractives extractives au niveau régional, national et international. Il se focalise sur les investissements chinois dans le secteur des mines du Zimbabwe, et également le secteur des minerais critiques. Donc, je vous remercie beaucoup, Devi Emotuso, d'être d'accord pour nous rejoindre aujourd'hui. Docteur Marit Quito, directrice intérimaire du Centre africain de développement des minéraux de l'Union africaine, avait l'intention de nous rejoindre, mais elle ne pouvait pas, malheureusement, par rapport à des circonstances qui étaient non prévisibles. Donc, pendant 1 heure, nous allons donner la parole à nos experts, chacun pendant 10 minutes, et peut-être avec des questions également de notre côté. Et ensuite, nous donnerons la parole au public pour une discussion, un échange de 20 minutes. Et pour maintenant, de nouveau, donc, donc vous vous êtes tous, j'espère, présentés de la boîte de conversation. Et maintenant, tout d'abord, Davy, je me tourne vers vous. D'après vous, qu'est-ce que
le rôle de l'Union africaine peut jouer si vous voulez, euh, pour libérer la valeur des minerais de transition en Afrique et pour renforcer le cadre régional, qu'est-ce que vous recommandez et par rapport aux minerais de transition en Afrique? Vous avez maintenant 10 minutes pour répondre aux questions. Merci beaucoup. Je ne me vois pas, donc j'espère que vous me voyez. Oui, je vous vois, avec un grand sourire. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez, cette conversation est opportune. Surtout, impliquer la société civile, c'est très important parce que l'expérience que l'on a en ce moment, si vous voulez. Donc, si vous voulez, je travaille, si vous voulez, pour SAR Watch et je continue, si vous voulez, à travailler pour eux. Et tout d'abord, comprendre ce qui se passe pour le moment. C'est difficile. C'est une question difficile de comprendre ce qui se passe au moment, surtout autour du, du protocole d'accord qui s'est signé entre les gouvernements et le secteur privé et les gouvernements les autres gouvernements. Dans le cas de la Zambie, par exemple, nous avons l'initiative pour bénéficier de minerais de transition pour fabriquer des batteries, des piles. Et on regardait l'année dernière, si vous voulez, euh, on regardait le texte de l'accord entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Et, 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 et il y a beaucoup d'organisations de la société civile de Zambie ou de la République démocratique du Congo. Et on ne pouvait pas produire ce protocole d'accord et de coopération entre les deux pays pour fabriquer les piles, pour mettre en place une zone économique spéciale. Toutes ces informations n'étaient pas disponibles pour les personnes qui se trouvaient présentes dans la pièce. Donc, on a dû aller sur le site Internet de l'US State Department, c'est-à-dire, euh, si vous voulez, et voir quel était le protocole d'accord. Euh, donc, on a dû aller se renseigner auprès du département américain au commerce pour savoir quelle était la coopération autour de cette fabrication de piles entre la Zambie et la République démocratique du Congo. Donc, la société civile et son propre gouvernement, dans un si vous voulez, il n'y a pas assez d'échanges d'informations, puisqu'on a dû aller se renseigner sur le département américain du commerce par rapport aux intentions pour la valeur ajoutée des minerais de transition. Donc, donc si vous voulez, ce qui est clé ici, euh, le mois dernier, en août, après un an, c'est uniquement au mois d'août, dans une présentation, j'ai j'ai déclaré qu'on n'arrive pas à trouver l'accord entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Et bon, ah non, 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 d'accord. Maintenant, si vous voulez, c'est disponible. Mais si vous voulez. Et après, on m'a dit par WhatsApp, j'ai accès, j'ai accès. Et c'était en accès libre. Mais si vous voulez, mais l'aspect fondamental, c'est de dire l'accès aux informations sur le développement et les aspirations des Africains. Et notre gouvernement, notre secteur privé et nous-mêmes, la société civile, on doit être très sûr du texte qui sont disponibles. Deuxièmement, lié à cela, le point pour la société civile, c'est que quand ces projets ont lieu, il y a des infrastructures, c'est des projets d'infrastructure. Et si vous voulez, par exemple, si on veut initier un projet, il y a un besoin si vous voulez, de consentement informé. Vous en avez parlé d'ailleurs. Dans l'intérêt, c'est l'intérêt de la société civile de s'assurer, si vous voulez, que c'est pas privatisé, si vous voulez, que c'est assez ouvert d'une manière où il y a la participation des citoyens et que ça se passe pas, si vous voulez, ça se passe pas, si vous voulez, dans le vide. C'est vraiment.
on doit vraiment partir. Bon, les gouvernements, si vous voulez, faut toujours un consentement, un accord. Euh, et il y a de la bureaucratie et sur ce qui se passe. Et surtout, si vous voulez, sur le plan exécutif. Et, et si on veut parler, si vous voulez, de l'état de droit, et même le rôle, si vous voulez, du système judiciaire, il n'y a pas d'une vision unifiée sur le plan national qui permet la participation civique et qu'ils soient impliqués pour, si vous voulez, euh, contribuer à donner des idées autour des minerais et ce qu'ils pourraient apporter au pays. Et donc, et si on doit, si vous voulez continuer, c'est vraiment s'assurer qu'il y a une compréhension autour de la durabilité. Parce que quand on parle de minerais de transition, on ne parle pas uniquement de produits qui sont des technologies vertes. On parle au sein du contexte de changement climatique et de processus d'atténuation. Donc, si vous voulez, au sein de nos régions, si vous voulez, il y a une pénurie de capital, de financement, de finances. Et donc, la plupart des projets auxquels on peut penser, c'est difficile, si vous voulez, ils sont difficiles à terminer parce qu'il y a un manque de capital. Et, et c'est à ce moment-là que, on se trouve, que, qu'on parle de financement climatique. Mais quand on parle de changement de financement climatique, ça doit être considéré dans le contexte où il y a une implication du secteur privé. Et je donne de nouveau, si vous voulez, l'exemple du projet de la Zambie et de la République démocratique du Congo. Hmm. Euh, il y a des résolutions à très très haut niveau pour soutenir la fabrication, mais c'est très difficile, si vous voulez, d'identifier les projets qui sont sur place. Et ça prend du temps et pour identifier les projets d'infrastructure. Euh, et, et à ce moment-là, c'est là que l'on voit que peut-être que si vous voulez que ces protocoles d'accord, c'est géopolitique. Peut-être qu'on doit les interpréter de manière géopolitique ou de manière économique, ces protocoles d'accord. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que ça n'autorise pas, ça ne permet pas les politiques régionales. Parce que si vous voulez, on a les ébauches par exemple, de stratégies vertes ou de minerais verts, et également développement des minerais, de centres de développement des minerais. Et ça, c'est une institution. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est qu'au niveau régional, au niveau national, mais s'il y a, si vous voulez, même si vous voulez, même si au niveau national, on voit que c'est un petit peu euh, un national, mais sur le plan régional, on ne voit pas cette stratégie de minerais qui fait la promotion sur le plan régional. Et ce qu'on voit par exemple entre la République démocratique du Congo et la Zambie, si vous voulez, elle donne tout cela au pouvoir externe. Et on doit montrer l'exemple. Et le commerce, ce commerce de minerais suit toujours, si vous voulez, des modèles coloniaux. Ils suivent des modèles coloniaux. Il faut décoloniser ces modèles. Donc, par exemple, si on regarde par exemple si on regarde par exemple les commerces et le type de commerce qui est soutenu par les pays occidentaux, vous voyez que le corridor Lobito, par exemple. Donc, si vous voulez, c'est République démocratique du Congo, Zambie, et ils transportent, si vous voulez, ils transportent, si vous voulez, des minerais bruts. Et ça ne soutient pas, si vous voulez, la valeur ajoutée dans notre région. Si on va au Mozambique, où il y a du graphite, le graphite est exporté de manière brute en Californie et il est produit. Et il est produit, là-bas on s'en sert pour produire des piles, par exemple, pour Tesla, par exemple. Donc, il y a une fragmentation, et ça, c'est le problème qui se pose. Et cette fragmentation,
signifie que faut vraiment, si vous voulez, faut libérer faut vraiment libérer la vision africaine de ces stratégies. Et également, il y a des investissements délibérés et qui fait que la chaîne de valeur régionale, c'est vraiment important parce que tout d'abord, ces minerais, si vous voulez, le graphite, on le trouve au Mozambique, du manganèse en Afrique du Sud. Il faut coordonner cela d'une manière où, si vous voulez, les centres, si vous voulez, de fabrication régionaux sont vraiment basés dans les pays qui les produisent. Et donc même s'ils regardent nos protocoles régionaux, par exemple nos protocoles de commerce régionaux, pour l'instant, c'est même pas un point de discussion. On ne parle pas, par exemple, de minerais critiques, là. Donc, on effectue ce travail également pour faire la promotion, donc pour que nous ayons des politiques de valeur ajoutée harmonisées. Et, et c'est un autre point, on dit, ça doit être soutenu on doit renforcer les capacités. Les pays où il, il y a, si vous voulez, des pénuries, donc c'est intéressant pour nous d'évaluer et de voir si vous voulez, euh, si c'est adapté et si c'est et des infrastructures adaptées à l'usage prévu qui vont soutenir la localisation de nos industries. Et si on regarde également la manière dont on exporte les matériaux bruts et les besoins, par exemple pour les panneaux solaires ou la technologie verte, les éoliennes, on s'aperçoit qu'il y a des personnes au sein de nos régions qui disent qu'on a peu besoin de valeur ajoutée. Parce que la Chine, par exemple, est déjà en surcapacité. Et les importations de Chine, il y a des importations de Chine pour les technologies de. Alors, les technologies que l'on importe, si on importe de Chine, si vous voulez, c'est bon pour notre consommateur. Et si on produit de nos propres régions, ça va être beaucoup plus cher par rapport aux capacités dans lesquelles la Chine a investi. Mais l'argument, c'est que de la même manière, la Chine, si vous voulez, a développé. c'est- si, oui. Si vous voulez, on nous dit qu'on ne doit pas ajouter de la valeur de notre région. Et quand la Chine, si vous voulez, ils ont eu des incitations, évidemment. Ils ont même copié certaines de la technologie et ils les ont adaptées également à leurs circonstances et ils les ont industrialisées. Donc, il faut vraiment qu'on ait cette vision à long terme, cette transition. C'est pas à court terme. Il faut vraiment renforcer les capacités que ce soit durable. Et pour maintenant, donc, voilà, c'est les questions qui se posent et que l'on peut regarder, surtout pour que la société civile n'exclue pas l'engagement avec le secteur privé, pour que l'on puisse comprendre les types d'investissements d'une manière, on construit l'équité et la justice au sein des plans d'investissement qui sont sur la table pour, euh, pour, euh, pour si vous voulez, la valeur ajoutée. Merci beaucoup. Vous avez soulevé des points très, très, très importants. Euh, le besoin de respecter euh, la géopolitique, géopolitique, géoéconomie. Donc là, vous avez parlé de la Chine, du Japon pour le commerce et ce besoin d'une vision à long terme pour qu'on puisse développer ce marché de, de chaînes de valeur des minerais de transition. Et donc également l'exemple très important de protocole d'accord entre, si vous voulez, la Zambie, la République démocratique du Congo. Vous avez dû obtenir vos informations auprès des États-Unis d'Amérique et la manière dont
la manière dont vous avez dû obtenir ces informations, le parcours que vous avez parcouru, et de la perspective de la société civile, c'est très important ça. Et maintenant, Moutousso, d'après vous, quels sont les domaines clés où la société civile peut se focaliser ses efforts pour maximiser les bénéfices de minerais de transition pour les communautés locales? Quels sont, si vous voulez, qu'est-ce que peut faire la société civile pour avoir de meilleures pratiques régulatoires et quelles sont les stratégies que vous recommandez pour augmenter la participation des communautés locales et que les bénéfices soient réalisés par rapport à des projets de minerais? Euh, Vous savez qu'on a une campagne, si vous voulez, au sein de Public ce que vous payez, on a une campagne pour les minerais de transition juste. Donc, comment est-ce que nos communautés peuvent bénéficier? Donc, mais tout ça, je vous donne la parole, vous avez 10 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation, de publier ce que vous payez, de me donner cette opportunité de partager ma perspective par rapport, si vous voulez, au chemin, au rôle que la société civile peut jouer pour être sûr que la valeur ajoutée aide par rapport aux bénéfices qui, et par rapport aux communautés et aux produits qui produisent. Donc, si vous voulez, mon réseau n'est pas très très bon. Donc je vais enlever la vidéo. Je voulais voir que vous voyez bien que j'étais ici, mais je vais enlever la vidéo pour avoir une meilleure connexion. Donc le point de départ, si vous voulez, c'est quand on a que c'est la déclaration qui a été faite euh, par le, par les Nations Unies, si vous voulez, sa déclaration, si vous voulez, il faut, c'est un monde, si vous voulez, qui se repose sur les minerais critiques, c'est évidemment un monde qui a besoin, évidemment, de minerais critiques pour créer des économies euh, et des emplois, mais uniquement s'ils sont gérés correctement. C'était le secrétaire général des Nations Unies qui a dit cela. Et publiez ce que vous payez si vous voulez. Et également, vous savez que ce rapport a été produit sur la transition énergétique et ça doit conseiller les minerais de conditions vers la justice et vers l'équité. Pour moi, un de ces principes qui est le principe 4, c'est là que la valeur ajoutée et les bénéfices, si vous voulez, la valeur ajoutée, on peut créer, avec la valeur ajoutée, on peut créer des emplois, des opportunités. Donc, si vous voulez, il y a des liens là dans le secteur de l'exploitation minière et créer des emplois et avoir une meilleure valeur pour exploiter ces minerais une fois qu'ils sont traités. Mais comment est-ce que l'on s'assure que l'on obtient cette valeur? Et c'est vraiment si vous voulez, c'est cela dont on parle aujourd'hui. Et c'est comme ça que les organisations de la société civile peuvent jouer un rôle. Et pour moi, c'est tout d'abord, c'est le principe 4. Il faut vraiment l'activer au niveau national et régional. C'est un principe qui est là. Comment est-ce que ça se traduit en action? C'est-à-dire pour s'assurer que c'est réalisé. Donc, il faut définir quelle est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, c'est pas nouveau. Quand on parle de valeur ajoutée, c'est, si vous voulez, c'est, on les avait avec les minerais, maintenant on les a avec les minerais de transition et également les bénéfices, l'enrichissement. L'enrichissement, c'est quoi? Par exemple, si vous voulez, dans Sarwatch, quand on, quand on s'engage, quel est le secteur privé ou le gouvernement, qu'on soit bien clair sur la valeur ajoutée et l'enregistrement. Qu'est-ce que cela entraîne? Qu'est-ce que ça implique? Parce que des fois, qu'est-ce que, mais des fois, on a vraiment du mal à comprendre ce que ça veut dire en termes de valeur ajoutée et en termes d'enrichissement. C'est pas comme ça que ça devrait être. On devrait avoir des arguments convaincants pour pour que le secteur privé nous en fasse bénéficier. Et si vous voulez, par exemple, Sarwatch, si vous voulez, ça, on a vraiment ventilé les organisations de la société civile pour qu'elles comprennent mieux comment est-ce qu'on peut faire cela le mieux possible. Comment est-ce qu'on peut aider avec le plaidoyer? Parce que le plaidoyer, lorsque vous faites du plaidoyer, évidemment, vous devez avoir plus de connaissances que les personnes que vous essayez de convaincre. Donc, c'est vous.
Donc, comment est-ce que l'on peut faire cela au mieux? Comment est-ce qu'on s'engage avec le secteur privé, les gouvernements et la communauté internationale? Et donc, parce que des fois, ils peuvent aussi nous rejeter et nous dire, bon, vous savez même pas de quoi vous parlez. Donc, si vous voulez, faut une expertise, faut vraiment une expertise. Et là, les géologues, d'ailleurs, peuvent nous aider. Ou des économistes. Voilà, voilà, c'est comme cela qu'on fait au mieux. Et maintenant, si vous voulez, de manière efficace, on peut s'engager de manière efficace avec les autres parties prenantes. Parce qu'on a une bonne compréhension de comment est-ce que l'on peut effectuer cela. Et on a des documents également que l'on peut utiliser, auxquels j'ai fait référence. Non, pardon, le conférencier avant de moi a parlé de ces documents. Par exemple, la stratégie de minerais verts africaine et comment. Et donc, pour moi, je vois de grandes opportunités. Si on utilise cela, si on utilise ce document, par exemple, une des choses que l'on peut faire au niveau national et régional, c'est d'avoir des politiques, si vous voulez, des droits réglementaires et des politiques sur l'enrichissement, sur la valeur ajoutée. Quand on regarde, si vous voulez, les pays qui ont réussi pour faire la promotion de la valeur ajoutée de l'enrichissement. Ils ont des politiques très claires et, et également des cadres régulatoires très, très, très clairs également. Et ces pays qui sont intéressés à la, ils ont des politiques et des stratégies très, très, très claires. Et nous-mêmes, il faut que ce soit clair, il faut qu'on ait des politiques et des stratégies très, très claires également. Parce que sinon, comment est-ce qu'on peut bénéficier, si vous voulez, des ressources euh, de la valeur ajoutée quand on n'est même pas clair sur nos politiques, ou sur ce que l'on veut obtenir. Comment est-ce qu'on va obtenir cette valeur ajoutée, cet enrichissement? Et donc, on va continuer, si vous voulez, à être malheureux, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, il faut des politiques claires qui donnent, si vous voulez, de l'enrichissement et de la valeur ajoutée. Et là, les organisations de la société civile, c'est là qu'on peut avoir le plus grand impact. Moi, je viens du Zimbabwe et j'ai vu notre gouvernement, et pas, c'est pas que le Zimbabwe, ça s'applique à tous les gouvernements africains qui avaient, si vous voulez, cette réaction. Donc, aujourd'hui, on nous dit, par exemple, le lithium, si vous voulez, le lithium brut, le Zimbabwe en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous voulez, ça va être interdit. Et puis, et puis le surlendemain, c'est plus interdit. Et qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprend pas vraiment. Un jour, c'était interdit, un jour, c'était pas interdit. Alors, pourquoi ça a changé? Pourquoi c'était interdit et pourquoi maintenant c'est permis? Et c'est parce qu'il y a un manque de clarté, parce qu'il y a un manque de clarté de politique, pour qu'on ait des politiques claires, pour qu'on n'ait pas ces incohérences de politique et qu'on ait ces réactions. Un autre point important, c'est si vous voulez, intégration régionale. On ne peut pas avoir de valeur ajoutée sans intégration régionale. Et, et si vous voulez, et c'est pour ça qu'on a besoin, si vous voulez, de se regrouper sur la valeur ajoutée. Euh, pour l'instant, si vous voulez, les quantités qui sont dans le sol, peut-être qu'un pays d'ailleurs n'aura pas la solution pour extraire tout cela. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ces groupes. Mais s'il n'y a pas d'intégration régionale, euh, faut vraiment, si vous voulez, pour regarder ce qui fonctionne pour nous, ce qui fonctionne pour nous en Zambie, en République démocratique du Congo, mais il faut qu'on voit que la Zambie et la République démocratique du Congo, cet exemple par exemple, est-ce que la Zambie et la République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils en bénéficient? Il faut qu'on ait notre propre, si vous voulez, protocole d'accord qui soit inclusif. Mais on voit cette approche unique, si vous voulez. Mais et quand on parle de souveraineté, ça nous a amené nulle part. Mais même par rapport aux critères minerais critiques. Donc, si on n'apprend pas, si on tire pas des enseignements, on aura des problèmes. Et ça va continuer comme ça. Parce que la Zambie et la République démocratique du Congo, si vous voulez, ils ont se dit, bon, c'est une opportunité pour tous de bénéficier. Mais on ne peut pas faire ça en dehors de la région de manière collective. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle du corridor Lobito, du couloir Lobito.
Mais c'est toujours la même vieille manière de faire de faire le commerce. Si vous voulez, c'est des matières brutes c'est des matières brutes qui sont exportées comme d'habitude. Et donc, quand on parle du couloir de Lobito, par exemple, et Tanzanie, Zambie, c'est si vous voulez, personne ne gagne parce que si vous, il y a pas de, parce que c'est transporté, c'est expédié, donc il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc, ces politiques, si vous voulez, ne nous servent pas. Et pourquoi est-ce qu'on continue avec pourquoi est-ce qu'on célèbre, par exemple, ce protocole d'accord? Parce que ça ne veut pas, si vous voulez. Et l'Union africaine, par exemple, quel est son rôle là-dedans? C'est des vrais problèmes auxquels on doit s'attaquer. Et, et également bénéfice, les mécanismes de bénéficiaires pour les communautés. Parce que quand on a, si vous voulez, quand on sait très bien que quand on a une exploitation minière, ça ne bénéficie pas aux communautés. Et il faut vraiment qu'on ait des mécanismes de partage des bénéfices et que ça inclut les communautés, parce que pour l'instant, elles sont exclues. Si vous voulez, les communautés, on ne doit pas y penser après, on doit y penser avant. On a besoin, si vous voulez, de dispositions particulières qui regardent les intérêts des communautés. De, donc, si vous voulez, il y avait pas, au Zimbabwe, par exemple, on avait, si vous voulez, un plan, un projet, mais le plan était bon, mais c'était la mise en œuvre qui posait un problème. Donc, on espère qu'on peut en tirer des apprentissages. J'ai lu également au Nigeria, ça parle des communautés. On peut s'assurer que si on va par exemple en Afrique du Sud, il y a des accords également, et s'assurer qu'il y a de l'équité pour les bénéfices qui sont partagés entre les communautés et distribués. Et bien sûr, il faut également qu'on mobilise les communautés pour qu'ils comprennent qu'il y a une opportunité ici et qu'ils puissent participer dans le processus de décision politique et leur donner les capacités nécessaires pour les organiser. Les mobiliser, ce n'est pas suffisant. Il faut les organiser pour qu'ils puissent participer efficacement et être vraiment bénéficiaires. Bénéficiaires en tant que communauté. Qu'il y ait vraiment des opportunités pour les communautés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Motuso. C'était très riche. Et surtout, vous êtes focalisé sur les communautés, et ça, j'aime ça, parce que c'est l'un des buts de Publis que vous payez, comme vous le savez, c'est vraiment d'autonomiser les communautés pour qu'ils puissent être efficaces dans leur quête, dans leur recherche de justice de la transition énergétique. Et par rapport à ce que vous avez dit, je retire un point particulier, le manque de clarté dans, si, ça nous tue. On a vraiment, je suis d'accord avec vous sur, faut de la clarté, des politiques claires, des cadres réglementaires clairs. Et également, on a besoin intégration régionale et la valeur ajoutée, c'est vraiment clé, si vous voulez, pour qu'on. Et également, vous avez parlé également du panel CTGMG, et c'est vraiment un moment critique pour nous en tant qu'Africains, pour vraiment, si vous voulez, donner le message et vraiment. C'est soutenir ces principes que les multiples organisations de la société civile dans le monde entier si vous voulez, doivent bénéficier du développement, doivent être impliquées. Et vous avez le lien dans la boîte de conversation si vous êtes intéressé pour en apprendre plus sur ce panel. Et maintenant, le temps passe, donc maintenant je donne la parole au public. Et si vous voulez intervenir, levez la main, présentez-vous. Et je voudrais, alors par contre, allez droit au but, s'il vous plaît, pour que beaucoup de personnes, parce que pour que Koulibaly Aliou, vous pouvez participer, mais soyez bref, soyez concis, que tout le monde puisse participer. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Je suis Koulibaly Aliou et je viens de Mauritanie et, et j'ai pas eu l'opportunité de rejoindre les précédentes réunions liées à ce sujet parce que dans mon pays, vous savez, on a des défis d'Internet, on a des interruptions d'Internet et c'est une conséquence des élections présidentielles. Donc, donc, pas donc, enfin bon, on en parlera plus tard.
Donc, si vous voulez, par rapport à ce qui a été dit par les intervenants, donc, et donc, par rapport à mes collègues, est lié, qu'est-ce que l'on peut faire par rapport à la perspective de la société civile et, euh, dans les pays riches en ressources en Afrique? Et en tant que, en tant que, si vous voulez, l'activiste de la société civile, le président de publier ce que vous payez, donc les opportunités que nous avons dans nos pays liées, liées au potentiel de minerais critiques, mais également le potentiel des ressources, des ressources naturelles en énergie, des ressources énergétiques naturelles, c'est-à-dire le pétrole et l'énergie verte aussi. Je vais parler de l'énergie verte. Et qu'est-ce que, sur quoi devrait se focaliser la société civile par rapport à ce nouveau ordre du jour? Tout d'abord, être capable de suivre la transparence des contrats. Donc, c'est pas nouveau parce qu'on l'a fait dans le secteur minier, dans le secteur gazier, euh, mais on, on devrait savoir quel type de contrat existe et comment est-ce qu'on peut suivre le contrat et les revenus générés par ces contrats. C'est vraiment un point important pour la société civile. C'est une composante importante. Le deuxième point, ce sera lié à ce que, par rapport à ce qu'a dit ma collègue, la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, ce sera comment impliquer le secteur privé africain. Et mon collègue, Di Moyo, en a parlé d'ailleurs, de la vision minière africaine qu'on a développée ensemble. Et, et donc, ça a résolu la plupart des problèmes par rapport, si vous voulez, euh, par rapport aux liens, par rapport aux contextes locaux, tout ce que l'on peut gagner, tout ce qu'il a y gagné. Et la chaîne de valeur, et c'est important de regarder cela et de réguler le secteur privé africain local. Le troisième point, et le plus important pour moi, c'est aux communautés, accès aux communautés. Oui, donc. C'est peut-être l'ordre du jour, c'est peut-être un ordre du jour, si vous voulez, occidental, ils veulent l'énergie verte, ils veulent les minerais critiques ou les minerais pour aider à leur ordre du jour vert. Mais comment est-ce que nous, on peut profiter de cette opportunité? Parce que c'est à nous pour fournir de l'énergie pour nos différentes communautés à nous et pour pouvoir, et pour le développement dans nos pays. Parce que, parce que nous manquons d'énergie dans nos pays. Moi, où je suis en Mauritanie, par exemple, on a beaucoup d'opportunités liées à cela, liées à ce potentiel, mais on manque d'énergie, on n'a pas assez d'énergie. Et, peut pas y avoir, et quand il n'y a pas d'énergie, il ne peut pas y avoir de développement. Ça, c'est pas possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Baliou, Monsieur, pour ces suggestions pratiques. Et maintenant, nous allons donner la parole à Joël. Vous avez la parole, Joël. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette discussion et la présentation du panel. Je suis Joël Ravelo-Manatsoa. Je suis de Publier ce que vous payez Madagascar et je vais être très brève. Je suis intéressée je voudrais demander sur les stratégies nationales que les pays africains devraient élaborer, mettre en œuvre et devraient avoir, parce que beaucoup de pays activement sont en train il y a vraiment un rush, si vous voulez, pour les minerais de transition. Il y a un rush pour les minerais de transition, une course pour les minerais de transition, une course aux minerais de transition. Parce que si vous voulez, on a besoin de stratégies de politique par rapport, évidemment, pour l'enrichissement et la valeur ajoutée. Comment est-ce que les organisations de la société civile peuvent, peuvent coopérer à l'élaboration d'une stratégie nationale et quel rôle est-ce qu'on peut jouer pour mettre en œuvre, pour façonner et suivre ces stratégies, pour s'assurer que, si vous voulez, ça répond à nos besoins et aux besoins de nos communautés locales. Merci beaucoup, Joël.
Dernière question, et ensuite je vais retourner vers nos conférenciers. Tamika, Tamika, allez-y. Merci beaucoup de me donner la parole. Je suis désolée, je peux peut-être pas mettre ma caméra parce que, si vous voulez, à cause de la bande passante, mais je dois dire, j'ai lu un rapport qui avait des conclusions très, très, très intéressantes et des recommandations très intéressantes. Mon inquiétude, mon commentaire, ma question, c'est par rapport aux conférenciers publics que vous payez. Comment, donc ces recherches, comment est-ce qu'on les utilise, surtout les recommandations, pour être le moteur du changement? Je viens du Zambie avec Transparency International Zambia, Transparence Internationale Zambia, Zambie. Et si vous voulez, le potentiel de la Zambie pour que la Zambie puisse développer les minerais critiques. Et je vais vous dire que les gouvernements, par exemple, le gouvernement a fait des propositions pour avancer, mais il y a un bloc fort des industries. Donc, ce n'est pas uniquement les capacités, ce n'est pas uniquement la recherche et les recommandations. Il y a ce pouvoir invisible qui stoppe ou qui bloque les pays dans l'hémisphère sud, dans ce cas, dans notre région, pour avancer, pour donner de la valeur ajoutée et s'enrichir avec les minerais de transition, les minerais. Alors, publiez ce que vous payez, nous, comment est-ce qu'on peut influencer ce changement? Pour- Parce qu'il y a des dynamiques, disons, de pouvoirs mondiaux silencieux, invisibles. Les pays ont des plans, des politiques, et ils veulent les mettre en œuvre. Mais dans le contexte mondial que nous connaissons et dans lequel on opère, comment est-ce que l'on peut tous se rassembler et répondre, si vous voulez, à ces blocages, à ce qui bloque? Oui, c'est une question très pertinente. Et et d'ailleurs, docteur Marukuto en a parlé. Donc, Mutuso, il y avait une question pour vous sur comment obtenir ces stratégies pour qu'elles aient lieu. Comment est-ce que, de manière concrète, dans les pays au niveau national, les influencer et également favoriser cette intégration régionale dont vous parliez? Merci beaucoup pour ces très bonnes questions. Le point de départ, c'est on a ces principes. Donc, donc ces principes, faut que, faut qu'on les, faut qu'on en fasse des lois, des politiques, des stratégies. Et c'est la responsabilité des pays. Si on regarde les États-Unis d'Amérique, ils ont leur propre politique et leur propre stratégie sur les minerais critiques. La, la Chine, par exemple, ils ont des initiatives sur les minerais bruts, où- mais, mais, mais nos pays, nous, on n'est même pas clair sur vraiment ce que l'on peut faire. Par exemple, le ministre des Mines au Zimbabwe, je vais poser la question, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à la stratégie? Il m'a dit, bon, ils essaient de répondre à ces demandes de minerais. Et si vous voulez, ils voulaient modifier certaines choses, amender certaines choses. Mais ce n'est pas une stratégie, parce qu'il faut avoir des politiques claires, une stratégie claire et des lois claires. D'autres pays ont des lois spécifiques et claires, si vous voulez, qui répondent à cela. Donc pour moi, c'est le point de départ. Ouais, c'est là qu'on a besoin que les organisations de la société civile, si vous voulez, on a des valeurs et une fois que c'est fait, on doit se focaliser, si vous voulez, sur la mise en œuvre. Et on a des défis par rapport à la mise en œuvre, évidemment. Mais d'abord, c'est d'avoir des politiques claires et les mettre en œuvre. Voilà, et c'est là. Et c'est, faut qu'on convaincre nos gouvernements, convaincre les décideurs politiques et le gouvernement et organisations de la société civile, influencer à la République démocratique du Congo. Et même ici, on a des stratégies. Et bien sûr, je suis d'accord, si vous voulez, que la République démocratique du Congo, par exemple, euh, mm, si vous voulez. Donc, également, stratégie sur les minerais verts. Faut que ça casse, faut que ça, si vous voulez, qu'il y ait une cascade jusqu'au niveau local également. Et également, la vision minière africaine, qu'est-ce qui se passe avec ça? Il faut les aider à développer leurs lois et leurs stratégies. Et utiliser ces stratégies des minerais verts. Mais il y a également d'autres questions plus importantes qui se posent. Les divisions sont là. Et maintenant, l'Afrique.
devrait avoir la confiance. Si vous voulez parler d'une voix unique. Mais ça se passe pas. Et ça, c'est un défi à relever parce qu'on ne parle pas d'une voix unique. Si vous voulez, faut qu'on ratifie. On a nos propres documents qu'on ne ratifie pas. Et faut que, si vous voulez, faut que l'on mendie pour que nos propres stratégies, nos propres lois soient ratifiées. Donc, si vous voulez, faut déjà, si vous voulez, que on soit en ordre, que nous, sur le continent, on est en ordre, qu'on parle d'une voix unique. Et on sera beaucoup plus fort si on parle d'une voix unique, si on est tous sur la même page. Question de Tamika également. Comment est-ce que l'on peut, de manière concrète, en tant que société civile, créer ces types de lobbies du secteur privé et des parties prenantes euh, qui nous entravent, qui entravent, si vous voulez, à réaliser sur le plan, quelles seraient vos recommandations par rapport à ceux qui nous empêchent de réaliser ce que l'on veut réaliser? Donc, merci. Nous devons regarder, pour répondre à Tamika, si vous voulez, je dois dire, est-ce que nous avons, est-ce qu'on a une stratégie sur les minerais critiques dans nos pays? Parce que la stratégie nous permettra d'avoir une vision. Et vous savez que la plupart de nos, des nos politiques d'enrichissement local sont pas récentes. Donc, si on parle, par exemple, on parle de 2011, mais, les choses avancent très, très vite, très, très, très vite, bien plus vite que nos législateurs ou que nos décideurs politiques. Et ils sont à la traîne. En Zambie, par exemple, et je ne parle que de la Zambie pour le moment, on s'est aperçu qu'on a, on a une stratégie pour les minerais critiques dans le pays, mais ce document est également très léger si on compare avec l'Australie, le Canada. Mais faut donner, laisser la chance à la Zambie parce qu'ils ont quand même une stratégie de stratégie 2024-2028 et vous verrez, euh, ils sont, ils sont clairs sur le rôle du secteur privé. Ça va être basé sur 3P. Partenariat public-privé. 3P, partenariat public-privé. Et dans ce contexte, vous verrez que le gouvernement de la Zambie parle de être propriétaire. Également, il y aura un accord de partage de la production avec l'entité qui recevra la licence d'exploitation minière. Euh, et également, si vous voulez, et qui recevra également, si vous voulez, le statut pour les activités de l'ajout, donc de la valeur ajoutée, pardon. Donc, si vous voulez, maintenant, si, faut que la société civile passe, si vous voulez, du haut niveau au terrain. Il faut passer au terrain, parce qu'il y a déjà des études de visibilité. Et également, les localisations ont déjà été identifiées pour les zones économiques particulières en Zambie. Mais dans les zones économiques particulières, il faut que l'on sache, parce qu'il y a évidemment des incitations. Et des fois, il y a par exemple, sur la politique fiscale, par exemple. Il y a des incitations, par exemple, qui peuvent pas être, si vous voulez, qui peuvent pas être cohérentes avec nos normes de la transition énergétique, nos conditions énergétiques justes, ou si vous voulez, ou par exemple par rapport aux ODD. Euh, il faut vraiment que les gouvernements soient tenus responsables. Euh, et la question que Tammy pose, c'est par rapport à l'engagement du secteur privé. Et se rappeler que la société civile, on a nos propres visions, nos propres pour, euh, pour engager le secteur privé. Et, et peut-être qu'on s'est assis autour de la table avec le diable. Si vous voulez, il y a évidemment, si vous voulez, on dénonce, on montre du doigt, mais il y a également des associations de secteur privé. Elles doivent être engagées
elles doivent être informées et ça peut aider à débloquer. Je voulais trouver l'opposé de panafricain. On, on a besoin on a besoin du les secteurs privés africains, panafricains émergent. Si vous voulez l'équivalent du panafricanisme, le panafricanisme que l'on a eu, il faut coller également dans le secteur privé. Donc, collègues, on a moins de 5 minutes qui nous restent. Donc, je vais donner 30 secondes à Aïcha Paris, Elisabeth et, et Idriss. J'ai vu votre main. Je vous donne 30 secondes et après, il faudra que l'on résume. Je vous remercie. Allez-y, Aïcha. Allez-y, Aïcha. Si vous êtes toujours là, allez-y, Aïcha. Aïcha Bari, prenez la parole. Si vous êtes toujours là, Aïcha Bari. Elisabeth, allez-y. Elisabeth, allez-y, vous avez la parole. Vous n'avez pas ouvert votre micro, je crois. Allez-y. Ouvrez votre micro. Ouvrez votre micro. Idriss, oui, ou si vous avez des commentaires supplémentaires à faire, si vous avez des suggestions, des questions au-delà de ce webinaire, contactez-nous, contactez-nous. Euh, donc, mon C'est collègue pas mauvais de va vous mettre contacter. notre courriel dans la boîte de conversation. Allez-y. OK, merci pour la parole donnée. Nous voulons, comme société civile, que nous ayons l'espace libre pour nous exprimer. L'espace civique ici est très comprimé. Et puis, les lois, on les cache. Nous sommes trois partis. Et maintenant, pour aller signer avec les explorants ou les exploitants, nous ne figurons pas. Nous naviguons comme ça. On va chez les femmes riveraines. Bon, à la fin, quelle est la stratégie que la société civile doit mettre en place pour mieux suivre les, les, les femmes riveraines? Moi, je parle. Et en plus, il n'y a pas de connaissances, il n'y a pas de finances. Qu'est-ce que Populus Wadjoupé va mettre comme politique pour que la société civile essaye de travailler? Militants, nous le faisons déjà et tous les jours. Mais en vain. Voilà.